Bonjour, je suis Kate, la coordinatrice du programme et des services de la Société du SLA Québec. C'est un plaisir pour moi de vous présenter Anita Mehta, la directrice de l'éducation et des échanges de connaissances à la résidence de soins palliatifs Teresa Deller. Elle est psychothérapeute et infirmière euh, certifiée, où elle a étudié les soins palliatifs et la dynamique familiale en fin de vie. Le docteur Mehta travaille avec le programme d'oncologie psychosociale du MHU de 2007 à 2019, où elle a travaillé avec des patients et des familles qui ont fait face à la transition, des traumatismes, le deuil, des changements et la détresse, de l'anxiété. Elle travaille aussi dans la résidence Teresa Deller et aussi à l'hôpital général juif en tant euh, que conseillère infirmière. Elle a aussi une pratique privée là, où elle supporte des couples, des familles, des individus. Merci beaucoup, Mme Mehta, d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Dr Mehta. La parole est à vous maintenant. Tout le monde peut m'entendre? Bonjour à tous. Bienvenue à la présentation d'aujourd'hui, les soins palliatifs. Donc, c'est quelque chose qui me passionne. Alors, j'espère que vous partagez aussi ma passion et que l'on va comprendre un peu plus de ce quoi on va parler aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment le contrôle des diapos, alors on peut passer à la prochaine page aujourd'hui. J'espère que vous allez en retirer une certaine compréhension de ce que sont les soins palliatifs, pas seulement en tant que définition, mais aussi la philosophie derrière tout cela. Qu'est-ce que tout cela veut dire de recevoir des soins palliatifs. Je vais aussi parler de la façon spécifique dont les soins palliatifs peuvent aider la population, et c'est là. Parfois, on peut penser que c'est simplement de l'oncologie, un peu comme pour les patients atteints de cancer, mais je vais en parler davantage. Je crois aussi dans le concept de l'espoir et je vais parler un peu de cet espoir dans les soins palliatifs, puisque je me spécialise aussi avec les familles. Ça aurait été impossible pour moi de ne pas parler des implications, oui, aussi des soins pour les membres de la famille. Et je vais ensuite ouvrir une période de discussion à la fin. Commençons de façon plutôt générale, en termes de ce que sont les soins palliatifs. Parce qu'il y a, bon, beaucoup de définitions. Je vais peut-être juste commencer en disant que les soins palliatifs, c'est une question de vie. C'est une question de voir la qualité de vie qu'une personne en retire, la qualité de vie de la famille est aussi très liée à ça et la compréhension de la gestion des symptômes qui est jouée au confort afin que le patient et la famille soient aussi confortables que possible. L'autre point que l'on pense souvent, c'est que les soins palliatifs sont réservés pour la fin de vie. Et c'est vraiment faux. Les soins palliatifs, c'est un concept que l'on essaie vraiment d'introduire presque du moment du diagnostic. C'est parce que les concepts de soins centrés sur le patient, de gestion des symptômes, des soins holistiques de la personne sont liés au concept palliatif. Et en l'introduisant très tôt, eh bien, on présente l'idée que de tels soins sont possibles et que ces concepts de gestion des symptômes, de soutien familial, devraient démarrer dès le début du diagnostic. L'autre point clé en termes de définition est l'autonomie du patient et les choix du patient. C'est un autre aspect clé dont on va parler. Et bien sûr, la communication. La communication est cruciale. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Ce n'est pas seulement le dialogue entre l'équipe de soins et le patient, mais c'est aussi comprendre le choix, les décisions prises par le patient, par la famille. Parfois, lorsqu'on pense aux soins palliatifs, nous avons certains problèmes. C'est parce que la mort est vue comme quelque chose de séparé d'un cycle normal de vie. Dans les soins palliatifs, on essaie de souligner le fait que ça fait partie d'un processus normal. Et la normalisation est donc centrale. Aussi, avec les soins palliatifs,
surtout avec l'aide médicale à mourir, est que les soins palliatifs n'accélèrent pas la mort. Donc, on ne va pas plus vite et on ne va pas retarder ou essayer de retarder la mort ici. On essaie plutôt de prendre la famille là où ils sont et suivre la trajectoire normale de soins autant que possible. L'allègement, le soulagement des symptômes sont souvent ce que l'on pense à la fin de vie. Alors, un autre point est de minimiser la souffrance, sinon l'éliminer dans la trajectoire. Aussi, un aspect clé que l'équipe devient un réseau de soutien pour les familles, pour le patient. Ça veut dire que l'on est des ressources. S'il y a des questions à poser, des fausses idées reliées aux soins palliatifs, ça veut dire qu'on est une équipe, une ressource que la famille peut demander lorsqu'ils ont besoin d'aide. Lorsque l'on pense à la qualité de vie, on pense à une maladie chronique. Cette définition devient parfois difficile. Pour comprendre ce que veut dire la qualité de vie, eh bien, il faut demander aux patients. Alors, on veut comprendre comment vous voulez vivre, quels sont les aspects clés de votre vie et travailler avec vous afin de pouvoir les améliorer. Le dernier point que je voulais mentionner relié aux soins palliatifs est que c'est vraiment une approche basée sur l'équipe. Ce n'est pas une seule personne qui travaille avec le patient et la famille, mais plutôt une équipe multidisciplinaire de professionnels. Et cela inclut aussi les soins psychosociaux. C'est mon expérience principale ici. On parle non seulement des aspects physiques de la maladie, mais aussi voir à quel point le, le côté émotionnel, spirituel, psychosocial de la détresse sont reliés et les soins palliatifs aussi touchent à cela. En ce qui a trait à l'équipe, je sais que la plupart d'entre vous avaient probablement des soins en équipe, mais cette équipe est multidisciplinaire. Voici quelques-uns. Bien sûr, il y a des médecins, des infirmières. Nous dépendons aussi, bien sûr, des bénévoles, des travailleurs sociaux et des conseillers spirituels. Donc, ce n'est pas simplement un concept. En fait, c'est plutôt une équipe, les soins palliatifs, qui travaillent ensemble de façon rapprochée pour vous donner les meilleurs soins. Ce que j'ai ici maintenant est une petite vidéo. Bon, j'espère qu'on sera en mesure de la faire jouer. C'est en anglais, alors désolé, je ne sais pas si on peut la traduire. Oui, mais cette vidéo explique simplement le concept des soins palliatifs pour vous faire comprendre quelle est la philosophie. Alors, j'espère qu'on partage l'audio, qu'on pourra entendre aussi la vidéo et y aller. On va essayer de démarrer la vidéo ici. OK, bon, on peut passer à la prochaine page alors. Excellent. Alors, ce qui est le plus intéressant, c'est que ce que l'on voit comme étant important dans les soins palliatifs et dans les soins actifs. Lorsque je parle de soins actifs, je veux dire pas un diagnostic chronique. Si quelqu'un est hospitalisé, on lui demande qu'est-ce qui est important. Ici, ça surprend beaucoup de gens parce que la priorité pour les de personnes qui ont une maladie chronique ou des soins actifs, c'est très similaire. Le but, c'est de vivre pleinement jusqu'à la mort, maintenir les relations clés, c'est de vivre dans sa communauté avec sa famille, maintenir une qualité de vie aussi longtemps que possible. Et bien sûr, on veut toujours participer à des activités qui ont un sens pour les personnes. Lorsqu'il y a eu des recherches justement faites sur les personnes atteintes de maladies chroniques, eh bien, vous savez quoi? Elles ont dit la même chose que des personnes avec une maladie avec des soins actifs. Ils voulaient aussi vivre pleinement jusqu'à la mort, maintenir des relations, vivre dans la communauté avec la famille aussi longtemps que possible et participer à des activités qui ont un sens pour eux. La raison pourquoi je pense que c'est si intéressant, c'est que on dit toujours quelqu'un à la fin de la présentation dire ah, j'avais pas réalisé, ça peut être surprenant. Mais l'objectif des soins sont définis par ce qui est important aux patients. Et ce qui est important aux patients, c'est la même chose, qu'ils soient en traitement actif
avec une fin de maladie en vue, ou s'ils ont une maladie chronique et où la fin peut être un peu différente. Le but des soins est le même parce que ce qui est important aux patients est le même. En ce qui a trait à la population, c'est là. Ici, on voit différents diagnostics. Ce n'est pas simplement relié au cancer. Il y a plusieurs populations que l'on voit dans les soins palliatifs avec le SLA, bien sûr. Ce que je voulais prendre ici, c'est un peu de temps pour voir comment on peut introduire les soins palliatifs aux patients qui ont un diagnostic. D'abord, dans les soins palliatifs, ce n'est pas restreint à la fin de la trajectoire de la maladie, à la fin de vie. Et c'est possible à tout âge, à toute étape de la maladie. Et l'autre point est que ce n'est pas un ou l'autre. Ça ne veut pas dire que si vous êtes introduit aux soins palliatifs, que le traitement actif s'arrête. Ça veut dire que, plutôt, ils peuvent survenir de façon simultanée. On peut être en soins actifs et recevoir du soutien palliatif. Et c'est très important de comprendre et de le savoir du côté des patients. Le soutien relié à la planification avancée sont reliés aux soins palliatifs. Ça peut être difficile de parler de soins avancés. Qu'est-ce qui arrive si, bon, quels sont mes espoirs? Si je n'arrive pas à communiquer, quels sont mes besoins? C'est une question de savoir qu'est-ce qu'ont besoin les patients et la famille maintenant avec l'équipe. On peut penser de détresse en fin de vie. Nous parlerons de fausses idées à la fin ici, mais ici, on ne pense pas simplement à la détresse, aux effets secondaires, mais quelles sont les inquiétudes, les peurs? Ce sont des aspects que l'on s'assure de mettre sur la table en définissant les soins palliatifs. Au bout du compte, on veut s'assurer que les patients sont confortables. Rien à tout ça, on veut s'assurer que les familles sont confortables. On ne peut pas séparer les familles, les proches aidants du patient. Et en regardant de façon clinique, selon le diagnostic, surtout avec le SLA, les patients qui reçoivent des soins palliatifs en même temps qu'ils reçoivent des soins actifs, en fait, ont rapporté une meilleure qualité de vie et une meilleure longévité. Donc, ça ne veut pas dire que si on a seulement des soins palliatifs, ça ne va pas être bon, mais c'est plutôt de savoir qu'il y a une possibilité de les avoir en simultané. Et ça peut être une force dans la trajectoire de traitement. Basé sur cela, sachant que les soins palliatifs peuvent être utiles, beaucoup de patients de SLA ne le savent pas et ne tirent pas avantage de tout cela. La recherche démontre que très peu parlent de SPIS, de soins palliatifs avec un diagnostic, souvent lorsqu'il est trop tard. Seulement 36 des patients ont dit qu'ils seraient intéressés, qu'ils voulaient explorer ce qu'étaient les soins palliatifs, ce que sont les soins palliatifs. Une des raisons pour cela est que on ne démarre pas la conversation. Souvent, on ne va pas dire mais parlez-moi de soins palliatifs. Ben, c'est assez rare. J'aimerais en savoir plus. C'est la vraie raison pourquoi c'est une si grande barrière, un si grand obstacle. Par conséquent, lorsqu'est le bon moment d'en parler, les médecins ou les infirmières, peu importe, ceux qui sont responsables des soins, vont souvent attendre que le patient ou la famille dise quelque chose qu'ils voient comme étant un petit signe ici pour initier la conversation. Alors, ils vont attendre que la famille ouvre la porte pour poser, bon, qu'est-ce qui arrive, quelles sont mes options. Ce faisant, les médecins et l'équipe manque des gros signes de souffrance, de détresse auxquels font face les patients, les membres de famille, ou qu'est-ce qui arrive et qu'ils ne vont pas initier la conversation jusqu'à ce qu'ils voient des patients en détresse. Alors, ça veut dire qu'ils attendent jusqu'à ce que les symptômes soient hors contrôle ou lorsqu'il y a une crise extrême avant de démarrer la conversation. Et souvent, on a l'impression que c'est trop tard. Il pourrait penser qu'il y a un changement dans la trajectoire. Alors, ça veut dire qu'un patient avec la SLA, eh bien, il pourrait avoir des difficultés d'avaler. On pourrait penser aussi à de besoin d'un tube ou les changements de respiration, ou de besoin d'autres interventions, de mobilité. Chacun de ces changements veut dire qu'il y a un changement dans le fonctionnement
des patients et cela veut aussi dire un changement dont les membres de la famille voient la maladie et le traitement de cette maladie. Alors, en ce moment, ils vont souvent demander au médecin, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont nos options? Et si je ne veux pas un tube pour me nourrir, mais cela est une porte qu'un médecin peut commencer à discuter, oui. Alors, c'est une question de la famille pour que le patient pose ces questions. Ces points ici sur la diapo, mais je pense qu'ils sont un peu trop tard. C'est trop tard en ce moment de demander quels sont les soins palliatifs, de poser les questions qui sont reliées aux soins. Et c'est pourquoi aux soins palliatifs qui doivent être introduits très tôt, même presque au début du traitement, en disant voici les soins actifs, mais parlons aussi de la gestion des symptômes, des soins palliatifs, ce que veut votre famille, quels sont vos objectifs de soins. Ainsi, les soins palliatifs et les soins actifs peuvent se dérouler en simultané. L'autre point que je voulais mentionner sont les fausses idées en soins palliatifs. Et je suis curieuse. Lorsqu'on entend soins palliatifs, je ne sais pas si je peux. Bon, je ne sais pas si je peux voir le chat ici, mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont des idées sur ce que veut dire les soins palliatifs? Qu'est-ce que c'est en bout de ligne? N'hésitez pas à peut-être ouvrir votre micro ou le mettre dans le chat là, si vous voulez quelque chose. Mais qu'est-ce que vous avez en tête lorsque l'on pense aux soins palliatifs? OK, personne veut se lancer. Parfait. Alors, je vais continuer. Ah, oui, c'est ça, Diane. Ce qu'on a écrit, c'est lorsque je suis en train de mourir. Oui. Fin de vie. Oui. C'est pas simplement pour la fin de vie, mais ça débute avec le diagnostic. Parce que les soins palliatifs, ce n'est pas simplement des soins en fin de vie, c'est une philosophie de soins qui met l'accent sur le confort, le soin pour le patient, pour la famille, les enjeux psychosociaux, l'état émotionnel et spirituel. Donc, attendre la fin de vie, en fait, c'est trop tard d'introduire le concept des soins palliatifs. D'ailleurs, on a commencé à utiliser le terme de soins palliatifs actifs pour la même raison. On pense qu'à la fin de vie, c'est le seul moment que les soins palliatifs entrent en jeu et c'est le seul moment où c'est utile. Donc, ce que j'espère que vous retirez aujourd'hui est une vraie compréhension ou une nouvelle conception de ce que sont les soins palliatifs et à quel point c'est important de comprendre ce concept et d'en parler. Presque dès le moment du diagnostic. Ce que vous avez fait ici, de parler d'un des aspects clés et des fausses idées aussi dans les soins palliatifs, c'est que c'est pour la mort. D'ailleurs, certains pensent que ça accélère la mort et c'est tellement faux. Si vous vous rappelez, j'ai mis une diapo qui mentionne que ce n'est pas une question de retarder ni d'accélérer la mort, c'est plutôt une trajectoire normale vers la mort. Aussi, on peut penser au cancer. Les soins palliatifs, c'est pour les patients atteints de cancer. Et pendant un bon moment, en fait, c'était réservé justement aux soins oncologiques et il n'y a pas vraiment d'unité, de spécialisation. C'était simplement dans l'hôpital et on donnait des soins de fin de vie. Et qu'est-ce qu'on voyait de plus? Eh bien, c'était les patients atteints de cancer. Mais on voit tous les diagnostics au stade final, au moins moi où je travaille. Ce n'est donc pas limité aux patients atteints de cancer. C'est pourquoi je pense que c'est si important aujourd'hui d'en parler avec la population SLA. On en a vu un certain chiffre, là, mais j'aimerais savoir des statistiques, mais peu importe le diagnostic, le concept des soins palliatifs, peu importe le diagnostic, est le même. Et c'est des soins de confort, c'est en communication, écoutez vos besoins. Ici, ce qui est peut-être aussi d'intérêt, c'est que dans les soins palliatifs, lorsqu'on arrête de manger, on meurt de faim. On meurt. Alors, c'est
C'est une fausse idée de la façon dont la vie finit. Ce qui arrive, c'est plutôt un processus physiologique, pas besoin d'entrer dans les détails, là, mais à la fin de vie, le besoin d'alimentation diminue parce que l'énergie qui est utilisée diminue. Il y a une raison physiologique et ça n'a rien à voir avec les soins palliatifs. L'autre mythe ou les fausses idées est qu'on doit être en hôpital ou à l'hôpital pour recevoir des soins palliatifs. Et on voit de plus en plus que ce n'est pas le cas. Je suis dans une résidence de soins palliatifs. Alors, aussi, c'est quelqu'un de sain, Raphaël va parler un peu plus tard, mais les soins optimaux peuvent être donnés aussi à l'extérieur de l'hôpital. Et les soins à la maison ont augmenté beaucoup afin d'avoir les ressources nécessaires et choisir là où on veut passer ces derniers jours et où la famille veut les passer aussi. C'est un aspect clé. Et tout cela revient à l'identification des soins palliatifs, de ce qui est important pour le patient, comme mentionné, être avec la communauté ou être avec la famille le plus long que possible. Si c'est vos soins palliatifs, bien, ça devient nos objectifs. Vous pouvez toujours recevoir des soins palliatifs en résidence, à la maison et bien sûr à l'hôpital. Alors, c'est une autre fausse idée, ce que je voulais mentionner ici rapidement. Il y a une autre idée aussi, revient aux soins palliatifs que les gens ont mentionné. L'idée que la mort ou protéger le fait de parler aux enfants de la mort. J'ai mentionné les enfants ici parce que j'avais fait beaucoup de travail avec le deuil, le fait qu'on doit protéger toute personne du fait qu'on est malade, il y a une maladie chronique, on meurt. Mais en fait, la recherche dit le contraire. On doit avoir une occasion d'en parler, avoir un endroit où situer son deuil, d'exprimer ses réflexions, ses dernières pensées. Et c'est un mythe aussi relié aux soins palliatifs que je vais mentionner. Parfois, on a l'impression que l'on protège, mais en fait, on fait plus de mal que de bien. J'ai parlé un peu plus tôt de la gestion des symptômes. Un des objectifs étant vraiment le contrôle optimal des symptômes lorsque l'on pense aux soins palliatifs. Alors, une autre mauvaise conception est que la douleur fait partie de la mort. Et on peut dire, bon, la détresse fait partie de la mort ou la souffrance fait partie de la mort. Encore une fois, les soins palliatifs s'assurent que ça ne se produit pas. Je pense qu'on excelle dans le fait qu'on est en mesure de voir les sources de souffrance et je souligne que ce n'est pas simplement physique. La souffrance et la douleur peuvent être dirigées physiologiquement, mais beaucoup de patients ont aussi une détresse psychologique, psychosociale, qu'est-ce qui va arriver avec la famille. Toutes ces choses se traduisent en des problèmes. Alors, on doit voir quelle est la douleur psychologique et éliminer cette partie de la mort. Une fausse idée est que la douleur fait partie de la mort. Les soins palliatifs s'assurent que ce ne soit pas le cas. On parle beaucoup aussi de médicaments, de dépendance, d'opiacés aussi, qui peuvent accélérer la mort. En vérité, c'est que c'est tellement régimenté, surveillé, que la dépendance, ce n'est pas vraiment un problème, c'est plutôt la tolérance parce que on augmente le besoin des médicaments à la fin, alors on adapte la médication pour s'assurer que le patient est confortable. Alors, la médication n'est pas, en termes de médication, ce n'est pas vraiment un problème vers la fin de vie. Aussi, je mentionne que je crois fortement en l'espoir. Une autre fausse idée est que si quelqu'un parle des soins palliatifs, tel que mentionné dans le chat, ça veut dire que je suis en fin de vie. Ça veut dire que personne ne va prendre soin de moi, les soins ne sont pas actifs, et ainsi, mon médecin, eh bien, de retirer cet espoir peut être difficile. Donc, bon, mon médecin m'a abandonné. Non, mais qu'est-ce que l'espoir? Qu'est-ce que ça veut dire dans les soins palliatifs? Je voulais simplement démystifier cette idée qu'on retire l'espoir lorsqu'on administre des soins palliatifs. Finalement, un point aussi qui ressort fortement est relié à ce que les patients veulent. Dire que, bon, j'ai laissé tomber un membre d'une famille parce qu'il n'est pas mort à la maison.
c'est lié plus aux membres de la famille qu'aux patients ici. On regarde les objectifs des soins des patients, ce qu'ils veulent, mais on regarde aussi les objectifs de soins des membres de la famille. S'il y a une déconnexion entre les deux, on veut s'assurer d'en parler très tôt. Le travail dans le deuil que je fais avec les membres de la famille, j'entends souvent ça, en fait. Je vous promets qu'on pourra le faire à la maison, mais ça ne se passe pas toujours complètement à la maison. Mais ce que je dis alors, c'est ne faites pas de promesses. En tant que membre de la famille, ne faites pas de promesses. Parlez-en, mais ayez toujours un plan B. Parce qu'on peut dire, mon espoir, c'est que vous restez toujours à la maison aussi longtemps que possible. Mais si ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Juste au moins garder cette option sur la table parce que les, les, les soignants, le deuil, ou se sentir mal, se sentir coupable en tant que soignant, bien, ça peut être très difficile à porter. C'est un sujet qui peut être sur la table, que l'on doit discuter. C'est une question de planifier l'avenir, planifier les prochaines étapes et parler de tout cela, plutôt que d'attendre à la toute fin de dire soudainement, ah, quels sont mes besoins, quels sont mes désirs, et bâtir un plan à la toute fin. Ça souligne à quel point c'est important d'avoir un processus palliatif qui est en parallèle aux soins actifs. Je crois fortement dans l'espoir ici. Bon, je ne sais pas comment on va se traduire tout cela, là, mais ça vient de Emily Dickinson qui dit que l'espoir, c'est la chose avec les plumes qui se perchent dans l'âme, qui chante sans les mots et qui n'arrête jamais. Qui n'arrête jamais. Et pour moi, le dernier point est très important, qui n'arrête jamais. Parce que si on regarde qu'est-ce que veut dire l'espoir, mais l'espoir est changeant. Au début, l'espoir, c'est l'espoir d'un traitement, d'une cure, même avec la SLA, c'est peut-être l'échéancier, mais l'espoir, par défaut, change. Ça ne veut pas dire que l'espoir disparaît. Ce qu'on a vu avec les patients, avec les familles, est beaucoup de résilience. Ce qu'ils espèrent en tant que changement ne disparaît pas. Ainsi, on voit l'espoir de vivre plus longtemps et cela revient aux espoirs de confort, de qualité de vie, et c'est possible si on a des soins palliatifs en même temps que le traitement. C'est peut-être pour maintenir une qualité fonctionnelle dans la vie d'être ou l'indépendance aussi longtemps que possible, espérer être confortable, un espoir réaliste ici, ou s'assurer que nos proches sont bien traités, seront corrects après. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'espoir ne disparaît pas, c'est une partie intégrale et est bien liée au but palliatif, oui. Disez quels sont vos espoirs à l'équipe de soins, aux membres de la famille, alors que la trajectoire change. Parlez des nouveaux espoirs. Cela va changer les objectifs de soins palliatifs. Les soins palliatifs sont fluides. Cela ne veut pas dire que la première fois qu'on se rencontre, on aura les mêmes objectifs que plus tard. Non, encore une fois, c'est personnalisé selon les besoins, selon ce que l'on veut. Travailler avec les familles, c'est ma passion. Je fais des traitements psychosociaux avec les familles. Je crois dans le système familial. Lorsqu'il y a une maladie, un diagnostic, le système familial entier est affecté. Je vais parler des proches aidants ici. C'est une population qui n'est pas, dont on ne parle pas souvent. Dans la littérature, on parle de patients cachés, parfois en parlant dans des sessions. Ils n'ont pas le temps parfois de prendre soin d'elles-mêmes. Mais on dit on n'a pas besoin de deux patients ni à l'hôpital ici. Là. Alors d'abord, je veux reconnaître le travail qui est accompli par les membres de la famille et souligner certains points importants. D'abord, c'est que c'est un choix, mais par défaut, une nécessité. Et c'est aussi un engagement avec un échéancier non déterminé. Au début, on va se dire, eh oui, je peux le faire. Ils vont s'acquitter des responsabilités, mais ça peut devenir très difficile.
j'aimerais que les membres de la famille disent que c'est correct de dire ça devient difficile ou je ne sais pas si je peux y arriver ou je ne sais pas si je peux y arriver seul. Parce que les membres de la famille, c'est très exigeant pour eux. Ensuite, ils ont peur que le patient devienne un fardeau alors qu'on ajoute à la difficulté de la tâche. Ça revient à comment parler aux patients, comment parler aux membres de la famille et avoir une conversation ouverte et honnête. Les implications sur les proches aidants peuvent être énormes et ils s'acquittent des responsabilités qu'ils n'ont peut-être pas été préparés pour ça. La médication, l'hygiène, ça devient des chauffeurs, des personnes qui font l'épicerie, qui paient les factures. Les rôles changent soudainement, ce qui peut être très difficile. Non seulement les rôles changent, mais l'indépendance aussi, la capacité de faire des choses qu'ils pouvaient faire avant peut être compromise. Et cela vient aussi avec un changement dans la dynamique familiale, surtout lorsqu'on regarde à cette génération ou les plus jeunes proches aidants qui ont des enfants ou un parent aussi. Ça peut être difficile. Mon message est d'abord qu'il faut en être conscient, mais aussi dans la profession, dans le domaine de la santé, d'être conscient que sans clarifier, il faut voir les responsabilités que l'on donne. Alors, en tant que médecin, lorsqu'on dit, bon, voici ce qu'il faut faire, lorsqu'on donne un plan, une liste de choses à faire, mais d'être en mesure de regarder cette liste pendant un moment et reconnaître qu'est-ce qu'on est en mesure, on n'est pas en mesure de faire, est important parce que ça revient à l'objectif qu'a besoin le patient, mais qu'a besoin aussi les membres de la famille. C'est simplement pour souligner aussi ce point ici en termes de prochain aidant. Un autre point à mentionner ici, on peut passer à la prochaine page. Lorsqu'on pense à l'impact de la maladie sur les proches aidants et que le diagnostic, oui, affecte tout le monde. Et au centre de tout cela est que la recherche démontre que les membres de la famille, pas les patients, ont des hauts niveaux d'anxiété, de détresse et de dépression. Alors, on ne peut pas ignorer les membres de la famille. Oui, les patients sont en détresse, oui, ils peuvent être, mais les membres de la famille ont des taux de détresse plus élevés et c'est vraiment un point crucial à garder en tête en tant que professionnel des soins de la santé. On doit y penser et les patients doivent aussi regarder les proches en se disant comment est-ce que ça va? Et pour les membres de la famille, de dire bah, c'est trop, on doit en parler. Ce qui arrive, c'est que les proches aidants essaient de gérer le deuil, leur tristesse, leurs problèmes. Alors, je pense que c'est un aspect clé ici qu'on doit aussi mentionner, de faire attention avec tout cela. Je ne vais pas passer trop de temps ici. C'est simplement pour parler du deuil, de se sentir triste. Je suis un thérapeute du deuil. Je suis dans les soins palliatifs, alors c'est par défaut, je dois parler du deuil. Le deuil ne commence pas à la fin de la vie. Depuis le moment du diagnostic, on commence le moment du deuil. Il y a une lourdeur qui est associée au diagnostic, qui est chronique. Par conséquent, je pense que les patients et la famille sont en deuil quand on les rencontre. La perte de l'indépendance, d'une vie en santé, d'une perte d'espoir, de rêve. Il y a beaucoup de pertes. Par défaut, s'il y a de tristesse, il y a du deuil. Alors, c'est simplement aussi pour le mentionner. Il y a une tristesse qui est associée et on n'a pas à ressentir qu'il y a, bon, on doit sourire par défaut. Non, la tristesse, le deuil sont bien présents et arrivent au moment du diagnostic. Ça peut arriver avec un changement de prognostic, de gestion des symptômes ou toute autre intervention. Il y a une tristesse associée à tout cela. Et c'est important aussi de garder cela en tête avec le temps. En tant que professionnel de la santé, ce qu'on peut oublier, c'est que les membres de la famille sont les meilleurs défenseurs de nos patients. Les patients arrivent à l'hôpital, vont à l'hospice, ont un plan de soins, on va dire voici comment on va faire. Les membres de la famille, mais c'est eux qui sont avec le patient jusqu'à ce qu'on les rencontre. Alors, moi, je demande aux patients, aux membres de la famille, ça revient aux objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez fait à la maison qui fonctionne bien?
Qu'est-ce qu'on peut apprendre de vous? Je sais que dans les résidences, c'est une priorité pour nous. On veut s'assurer que les soins qu'ils ont à la maison se traduisent en soins que l'on est en mesure de donner. Alors, on apprend de vous, on essaie de planifier les choses comme vous le faisiez. Si les choses étaient faites un peu différentes, on va vous le dire. Si on fait des choses un peu différemment, parce que la recherche démontre que les membres de la famille doivent être inclus. Ce n'est même pas une question s'ils veulent, en fait, ils doivent être inclus à chaque étape ici, reliée aux soins du patient. On est vraiment les meilleurs défenseurs de nos patients. Et cela est lié à la capacité de communiquer avec le patient. Si on a une conversation honnête, on sait qu'est-ce qu'ils veulent. S'ils n'arrivent pas à le faire, on sait que vous êtes en mesure de le faire. Qu'est-ce que cela veut dire pour les membres de la famille? Mais ça veut dire, dites à l'être cher ce qu'il représente pour vous. Retournez dans les souvenirs. Qu'est-ce qui était génial? Est-ce que vous avez des choses qui ne sont pas réglées? Je mentionne ici, là, mais ce n'est pas toujours possible de résoudre des conflits. Bon, il faut faire un inventaire de ce qui est important. Ce qui est plus difficile lorsqu'on rencontre en thérapie un membre de la famille après une perte de quelqu'un, bien, c'est les regrets. J'aurais aimé dire cela, mais je n'ai pas pu le faire. Mais on n'a pas besoin d'attendre la fin de vie. C'est quelque chose qui commence dès le moment du diagnostic. Les relations, les espoirs, les rêves, les regrets, les conflits, tous des points qu'on peut mettre sur la table très tôt et qui doivent presque être aussi discutés dans le début de la trajectoire et dans les temps appropriés, dire au revoir, ce qui est lié aux fausses idées de protéger les membres de la famille ou les enfants de ce qui se déroule. Non, tout le monde va avoir la chance de dire au revoir. La prochaine page ici est une citation. Je ne sais pas exactement comment on va la traduire, là, mais ça dit à quel point c'est un privilège d'être dans un rôle de soins palliatifs. C'est une signification. La capacité de prendre soin est ce qui donne à la vie sa signification et son sens le plus profond. Il y a beaucoup de documents sur à quel point c'est difficile, mais aussi beaucoup de littérature sur à quel point ça peut être gratifiant, sur à quel point on peut penser à cette expérience et parler des aspects positifs, ce concept aussi de l'espoir jaillit à travers tout cela. C'était simplement pour souligner à quel point c'est important, ces soins qu'on prodigue. En concluant aujourd'hui, je voulais vous laisser avec quelques petits points. Qu'est-ce que sont les soins palliatifs? Qu'est-ce qu'ils ne sont pas? Comme j'ai essayé de dire, souvent, les soins palliatifs sont vus comme des soins de fin de vie et se traduisent par la mort. Bien qu'il y a une certaine vérité, on l'introduit parfois mal. C'est plutôt une philosophie des soins et c'est une philosophie qui priorise la qualité de vie, qui priorise vos objectifs de soins et vos espoirs. L'autre point est de penser aux dynamiques familiales et comprendre qu'on ne peut pas simplement prendre de façon isolée le patient sans penser à la famille. C'est l'autre morceau clé. L'aspect de soins physiques aussi n'est pas seul. Il y a différents types de soins qui sont autres que physiques. On prend donc l'élément de souffrance de façon globale. Il y a un aspect émotionnel, psychosocial et spirituel qui est associé. Lorsqu'on questionne qu'est-ce qui arrive, essayer de détacher un sens de l'expérience, de l'ouvrir à la discussion, d'en parler. Ce que j'essaie de mentionner ici sur les soins palliatifs, c'est que ce n'est pas juste des soins de fin de vie. Les soins palliatifs, c'est une philosophie qui peuvent être mises en œuvre dès le diagnostic. Ça veut dire qu'on prend des soins actifs, on prépare aussi la trajectoire pour une qualité de vie optimale jusqu'à la fin. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Maintenant, n'hésitez pas à faire des commentaires, des discussions, des questions. Merci, Dr. Mehta. Alors, nous avons maintenant un peu de temps pour des questions et des commentaires. Nous pouvons envoyer des questions sur le chat.
On a aussi un bouton pour réaction au bas de l'écran. Si vous voulez lever votre main, il y a un bouton pour lever sa main et nous allons prendre les questions comme qu'elles arrivent. Alors, on va attendre 1 ou 2 minutes pour formuler une question. N'hésitez pas à cliquer sur la réaction ou le bouton pour lever la main. Est-ce qu'on peut poser la question en français? Je voudrais savoir comment c'est possible, comment ça s'organise les soins palliatifs à la maison. OK. OK. Je voudrais savoir où est-ce qu'il va. Hein? Même je dois. OK, la question, c'est OK, sur les soins palliatifs à la maison. OK, désolé, j'ai bien compris là. Bon. OK, je vais expliquer en anglais et puis on va donc le traduire. Monsieur, qui parle en français. Si vous allez en bas de votre écran, il y a un bouton qui dit interprétation, pèse sur ça. Et puis, il y a French ou English, pèse sur French ou français. Est-ce que vous avez trouvé ça, Monsieur Lecoeur? Pardon? Est-ce que vous êtes sur une tablette ou un ordinateur? Sur un ordinateur. Donc, d'accord. Donc, en bas de votre écran, il y a plusieurs icônes. Il y a une des icônes qui va dire interprétation. Oui. Pèse sur ça. Et je suis sur French, là. Oui, donc ça veut dire que vous entendez le traducteur, donc vous avez entendu un homme qui parle. Oui. OK, parfait, c'est ça. Donc, Dr. Mehta va répondre à votre question en anglais et M. Lepage va traduire ça en français. C'est beau. C'est bon. Est-ce que ça va? OK. Donc, si je... OK, alors, selon l'endroit où on habite, il y a différents CLSC qui ont des soins à domicile. Il y a aussi l'Ordre victorien des infirmières et NOVA. Ce sont des services qui se spécialisent en soins de fin de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils vont faire une évaluation et demander encore une fois quels sont les objectifs de soins et voir aussi à quel point les membres de famille peuvent aider à cet égard. Donc, les lits d'hôpital, les visites à domicile, les médicaments sont inclus dans le genre de soins nécessaires. Le premier objectif des soins est d'essayer, autant que possible, que vous restiez à la maison si c'est ce que vous voulez. Je ne peux pas parler de la différence entre les services, sauf que mentionner qu'il y a un programme spécialisé pour chacun pour soins à domicile. Donc, selon les services que l'on reçoit, la première chose qu'ils vont faire est une évaluation et poser les questions sur vos besoins. Est-ce qu'il y en a dans la ville de Québec? C'est un complément de question. Est-ce que les services de soins palliatifs à domicile existent dans la ville de Québec? OK. OK, une question ici dans le boîte de chat. La présentation sera disponible dans 2 semaines au maximum sur le site Web. Toutes les conférences sont enregistrées et partagées avec notre population après une conférence. Nous avons une autre question de Diane. Comment est-ce qu'on commence les soins palliatifs lorsqu'on est atteint de SLA? Réponse. La plupart des diagnostics qui surviennent à l'hôpital, la plupart des hôpitaux, en tout cas à Montréal, ont une équipe palliative plutôt. Alors, les références à l'équipe palliative peuvent venir de l'équipe
de traitement, ce qu'ils vont faire et bon, voir où vous en êtes dans la trajectoire et quels besoins ils peuvent répondre. Alors, c'est l'équipe traitante. Pourquoi ce n'est pas souvent fait? Eh bien, c'est qu'on lutte fort pour que les soins palliatifs soient dès le moment du diagnostic. C'est parfois quelque chose que les équipes de traitement actif ne reconnaissent pas. Alors, c'est pourquoi c'est bien de pouvoir dire, j'aimerais rencontrer l'équipe palliative. Alors, c'est pourquoi les patients doivent être actifs et le demander, parce que l'effort est vraiment sur le traitement, selon l'équipe. La plupart des hôpitaux, selon vous êtes, ont une équipe, en tout cas, tous ceux que je connaisse en ont une. C'est juste une question d'avoir, de mentionner le besoin. Merci beaucoup. Une question de Nathalie Beauchemin en français. To be accepted in the case of ALS. Okay, so that's a very Okay, c'est une question très personnelle. Je vais y répondre d'un point de vue personnel. Alors, bon, je ne parle pas en termes de qu'est-ce que la résidence pourrait suggérer ou non. L'aide médicale à mourir a ouvert une nouvelle porte sur le choix des patients, la décision des patients en fin de vie. Ceci dit, ça ne tombe pas sous les soins palliatifs parce que ça tombe sous ce concept, si vous vous rappelez de ma définition de soins palliatifs, que ça n'accélère pas ou ne retarde pas la mort. L'aide médicale à mourir, clairement, accélère la mort. Alors, ce n'est pas vu comme des soins palliatifs et il y a un débat énorme à cet effet. Maintenant, si on demande mon choix, c'est le choix du patient, en fait. Il y a une évaluation psychosociale complète qui est effectuée. Si on parle du processus, c'est une question d'évaluer le patient, voir quelles sont les motivations et les besoins du patient. C'est fait. Et ensuite, il y a eu une évaluation de suivi qui est faite. Le patient doit être en mesure, en ce moment-là, d'articuler que c'est le choix qu'ils font. S'ils ne sont pas en mesure de le faire, eh bien, ils ne vont pas procéder. Alors, ça doit être fait à un point où le patient est encore en mesure de communiquer et de mentionner ce qui est voulu. Et c'est la façon dont c'est fait. Ça peut être difficile en termes de, s'il y a un changement de cognitivité, de capacité à parler, à effectuer l'évaluation. La décision de la première rencontre ne compte pas. Ça doit être deux réunions d'évaluation. C'est le processus en ce moment. Ensuite, l'autre point qu'on oublie dans l'oncologie psychosociale est qu'il y a une évaluation du patient, mais on oublie de parler à la famille et souvent, il y a une certaine détresse lorsque la famille n'est pas d'accord avec la décision de l'aide médicale à mourir. Alors, lorsque le patient dit, en fait, on dit, ça serait bien d'expliquer le rationnel à la famille pour qu'ils le comprennent parce qu'il y a beaucoup de détresse qui est créée lorsque le patient choisit, mais que le membre de la famille ne le sait pas. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est ma position. Bref, c'est l'autonomie du patient, sa décision, mais je souligne que ça ne tombe pas sous l'ombrelle des soins palliatifs à cause de la philosophie, de la définition de la philosophie des soins palliatifs. Je ne sais pas si ça vous aide ici. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou un commentaire à partager? Si ce n'est pas le cas, alors, est-ce que ce serait possible de démarrer la deuxième présentation pour que la Dr Mehta puisse partager ce que son organisation offre? À la résidence Thérèse Deller. À vous la parole, Dr Mehta. La résidence Teresa Deller est sur l'ouest de l'île, à Kirkland, à Montréal. Je vais parler de ce que l'on fait et quels sont les services. C'est une photo ici de l'extérieur. On l'a pris à l'été lorsqu'on a un beau jardin. Le point clé à comprendre est la philosophie que l'on a reliée aux soins palliatifs. Encore une fois, on n'accélère pas, on ne retarde pas, on n'ajoute pas des journées à la vie, mais on ajoute de la vie aux journées. Alors, encore une fois, c'est une question de qualité de vie. Ce que j'ai mis ici, c'est notre philosophie. On donne des soins de compassion aussi, peu importe le diagnostic, avec
un aspect de dignité, un environnement qui ressemble à un domicile le plus que possible. La famille est bienvenue. C'est vraiment un des objectifs clés. L'objectif est que la famille et les patients peuvent vivre les dernières phases de leur vie d'une façon qui est la plus épanouissante que possible. Nous sommes une institution multidisciplinaire, médecins, infirmières, thérapeutes, musicothérapeute aussi récemment qui vient de commencer, travailleurs sociaux, des bénévoles qui font tous partie de l'équipe, et aussi un aumônier. Et on est bien sûr ouvert au multiculturalisme. On prend bien sûr soin des désirs. On n'est pas une énorme installation, on a 23 lits, oui, et on est la plus grande résidence qui offre des soins d'environnement comme au domicile. On reçoit un financement partiel du gouvernement, mais on a une levée de fonds privée aussi. Alors, on est semi-privé, il y a beaucoup de travail qui se fait pour les levées de fonds, mais les services sont là pour les patients, pour la famille. On a plus de 4 800 patients, 19 000 membres de la famille que l'on a réussi à toucher depuis le début de nos opérations, avec une différente fourchette d'âge. Le plus jeune, 18 ans, le plus âgé, 105. Aspect multi-ethnique, 18 différentes langues sont parlées par les bénévoles, les membres du personnel. On dessert environ 30 communautés. La mission est de donner des soins afin d'aider les patients en phase terminale et aux proches qui sont et aux êtres chers, oui, et d'être un leader au Québec et au Canada dans ce type de soins. Voici les services que l'on a. Il y a vraiment une bonne fourchette. On a une équipe psychosociale qui va gérer l'anxiété, la détresse de fin de vie, la gestion de la douleur, le contrôle des symptômes, bien sûr, qui est très important. On a un art thérapeute, un musicothérapeute, on a un support du deuil, non seulement dans le moment où on est là, mais aussi après, à la résidence. Les familles peuvent dormir. Dans le contexte de la COVID, on a dû ajuster la politique aux visiteurs, ce qui a été difficile. Durant cette période, on a restreint le nombre de personnes que l'on admet en tant que visiteur, mais alors que le patient s'approche de fin de vie, on permet aux membres de la famille de rester aussi pour la nuit. Il y a des fleurs, des salles pour les enfants, une gestion. Si on n'avait pas la COVID, eh bien, les membres de la famille auraient aussi accès à des repas pour un petit frais ici. D'habitude, le critère d'admission, c'est moins de 3 mois de prognostic. Bien sûr, c'est difficile le pronostic, mais c'est habituellement ce qu'on regarde. Ça ne veut pas dire que les patients n'ont pas nécessairement un prognostic plus court ou plus long, là. Le diagnostic doit être terminal. 18 ans et plus, on n'est pas une pédiatrique, bien sûr, alors 18 ans serait le plus jeune. Nous avons des références provenant des hôpitaux, des domiciles, un peu de n'importe où, en fait. Ensuite, nous ne sommes pas restreints simplement à l'oncologie aux patients atteints de cancer, mais on peut avoir tout type de... Mais bien sûr, le cancer est la majorité. Je pense que c'est environ 76 % de nos admissions, mais on voit vraiment différents diagnostics chez des populations différentes. Sur les soins palliatifs, j'ai mentionné à quel point c'est important d'avoir une équipe en fin de vie. Nous avons une équipe de bénévoles formés. Ça fait partie de mon rôle en tant que directrice ici, de m'assurer que l'information est constante avec la philosophie qui a été mentionnée aujourd'hui. Ils sont disponibles 24 heures sur 24 en termes d'accès aux soins qui seraient nécessaires. Même chose avec l'équipe d'infirmières. On a aussi, tel que mentionné, environ 300 bénévoles qui nous aident beaucoup avec les soins optimaux. C'était juste quelques mots ici sur la résidence Teresa Deller. On peut en parler un peu plus en termes de services, n'hésitez pas, là, mais c'était simplement pour vous donner une idée générale de où je travaille en fait et quels sont certains des services qui sont offerts. Merci, c'est bien apprécié. Nous avons Véronique Després aussi avec nous qui est la
directrice des services clients, je pense au centre de soins palliatifs Saint-Raphaël. Véronique va donner une petite présentation rapide sur les services qui sont offerts par Saint-Raphaël. Bienvenue. Bienvenue, Véronique. Est-ce que... OK, oui, maintenant on vous entend. C'est bon, parfait. Merci. À vous, Véronique. Bonjour à tous. Mon nom est Véronique. Je travaille à Saint-Raphaël. Je suis la directrice des services multidisciplinaires, mais je suis aussi une travailleuse sociale de formation. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler spécifiquement de nos services du centre de jour. Comme certains d'entre vous savez peut-être, nous avons aussi un hospice avec 12 lits, mais aujourd'hui, je vais davantage parler du centre de jour. Juste pour mentionner avant de commencer, est-ce que c'est mieux que je parle en anglais ou en français? En fait, je n'étais pas sûr. Réponse, on a un interprète qui fait l'interprétation en ce moment. Alors, vos mots sont traduits en ce moment en français. OK, très bien. Mais est-ce que la plupart ici sont francophones ou peut-être ils sont sur le canal français? OK, bon. Bon, bref, peut-être que je vais passer d'une langue à l'autre dans ce cas-là. On va faire un peu de franglais. Bref, nos clients sont surtout en oncologie, mais nous sommes ouverts à toute la population de soins palliatifs. Pour la SLA plutôt spécifiquement, on n'est pas équipé de façon appropriée. On essaie de s'améliorer vraiment aussi avec vous, bien sûr, la société SLA, et avec les instituts pour s'assurer qu'on est bien équipé pour assurer des soins à ceux qui ont un SLA. Mais en termes de services en ce moment, c'est surtout des soins pour les proches aidants. Alors, je pense qu'il y a peut-être aussi des proches aidants ici qui écoutent avec nous, avec malheureusement, pour l'instant, les services que l'on offre sont seulement pour les proches aidants. Si on passe à la prochaine page, c'était ça, Raphaël, l'entrée à l'édifice. Nous avons des services du lundi au vendredi. Ce sont les professionnels que nous avons sur place. Ils sont disponibles 5 jours semaine, donc de la massothérapie, de l'acupuncture, de la musicothérapie, de l'art-thérapie et un travailleur social. Le massothérapeute est assez... en fait, on sait c'est quoi un message, alors pas besoin vraiment de l'expliquer. L'acupuncteur nous a rejoint en automne dernier. L'objectif est de gérer certains des symptômes. Les symptômes des proches aidants ou des patients. Par exemple, si quelqu'un a de la misère à dormir ou des nausées, de l'anxiété, l'acupuncture peut agrémenter d'autres traitements. La musique et l'art-thérapie maintenant. Ce sont des services, si je pouvais dire, en 2 catégories différentes. L'effet thérapeutique est assez significatif en ce qui a trait à l'utilisation soit de l'art ou de la musique pour exprimer des émotions qui sont plus difficiles à atteindre, à mettre en mots ou simplement de les identifier de façon intérieure. La musicothérapie peut aider à identifier certaines émotions que l'on ressent. D'autres aspects, le travail qu'on dit legacy ou traditionnel, et peut-être c'est justement avec les
les proches soignants de trouver un projet sur lequel travailler, que l'on va laisser, ou un certain héritage ou un legs que l'on laisse à la mémoire de la personne qui est atteinte. Le suivi psychosocial, pour le travailleur psychosocial, oui, c'est surtout du soutien par le biais de la trajectoire de soins. On parle de perte, de deuil. Ah oui, c'est notre équipe multidisciplinaire. Leur intervention peut être soit faite sur une base individuelle, mais peut aussi être pour les couples, pour les familles. Avec la santé publique, nous sommes en mesure de commencer des séances de groupe parce que c'est le but aussi du centre de jour, d'aider avec l'isolement social. Maintenant, il semble que l'on soit en mesure de donner, bon, avec 3 à 4 personnes, des petits groupes, des petites séances. Alors oui, si l'on passe à la prochaine diapo, on a aussi des activités. Alors, autre que les individus, les interventions avec les couples que l'équipe peut fournir, ce sont des activités que nous offrons de façon périodique durant l'année. Nous avons un journal créatif. C'est une activité qui est donnée selon différents formats. Alors, on a des journées dédiées au journal créatif, soit pour le proche aidant ou pour le programme de deuil. Nous avons, OK, c'est dur à dire en anglais ça, une marche méditative qui est offerte pour les proches aidants. Nous avons des groupes d'art-thérapie, du yoga modéré et des groupes de soutien chaque semaine. Nous ouvrons ensuite un salon de coiffure où il y aura aussi des manicures et pédicures. Finalement, nous avons un bain thérapeutique qui aide à la gestion de la douleur, la relaxation. C'est un bain qui est adapté aussi pour la mobilité réduite. C'est facile d'entrer et de sortir du bain. C'était les activités, oui. Notre clientèle, comme mentionné, peut-être que je vais passer au français, ça va être plus facile. Donc, le proche aidant peut y aller de lui-même, mais il faut que ce soit un proche aidant d'une personne qui est atteinte d'une maladie dont l'espérance de vie est limitée. Et on a un programme aussi pour les endeuillés. Puis là, c'est vraiment les endeuillés, autant les enfants que les adultes. Et donc, mais encore une fois, des endeuillés de personnes dont l'espérance de vie est limitée. Et puis, on se limite forcément, je ne l'ai pas mentionné sur la vignette, mais forcément, on est limité aux gens qui habitent l'île de Montréal. Donc, voilà. Comment faire une demande à la Maison Saint-Raphaël? C'est très simple. On a un formulaire qui est disponible sur le site Internet que j'ai mis ici. Le formulaire n'a pas besoin d'être complété par un professionnel de la santé. Les gens, tout le monde, ça peut être complété par un professionnel de la santé, mais les gens peuvent se référer eux-mêmes ou simplement en téléphonant. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un rendez-vous avec vous. L'objectif, c'est de faire une évaluation en prenant le rendez-vous pour mieux connaître votre situation puis mieux voir comment on peut vous aider.
Et puis voilà, on essaye de vraiment faire ça simple parce qu'on le sait que généralement, quand on fait affaire avec le réseau de la santé, c'est assez complexe. Donc, on veut bousiller des services le plus rapidement possible et que ça se fasse en douceur. Alors, voilà, c'est mes coordonnées. Et puis, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a des questions ou je ne sais pas s'il y a une période, un espace pour des questions, mais... Yeah, for sure there's a time for questions. Oui, tout à fait. Alors, si on a d'autres questions en ce moment, n'hésitez pas à lever votre main et poser votre question ou écrire votre question dans la boîte de chat. OK, merci Sandy. Oui. D'accord. Alors, est-ce que l'on a des questions ou des questions, des commentaires pour le docteur Mehta ou Véronique Després de Saint-Raphaël? Semblerait que non. Alors, je ne vais pas, bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais bon. Est-ce que je peux poser une question à une personne qui est sur l'écran? Je voudrais demander à M. Marc Jutras s'il connaît Mme Claudette Jutras qui est à côté de moi. Votre micro est fermé, M. Jutras. Non, il répond pas. Non, je ne connais pas cette dame. Ça dépend des origines. Je veux dire, de quelle région êtes-vous? je suis originaire de la région de Victoriaville. Ah. Ben, Claudette, ouais. moi, je descends des deux frères qui sont arrivés au Québec. La famille Jutras est arrivée en Nouvelle-France. C'était deux frères qui venaient de Nouvelle-France, qui sont installés dans la région de Québec. C'est possible. C'est possible que l'arbre généalogique, que nos noms soient reliés. C'est possible. Oui. OK. Amusez-moi. Oui, il est un peu en dehors dessus. Merci, là. Est-ce que votre question est pour Mme Després ou pour Mme Dr. Mehta ou c'est juste une question en général? Parce que les services de Saint-Raphaël, c'est pour les gens qui restent sur l'île de Montréal. Je crois pour Thérèse Delage, je ne sais pas c'est quoi leurs critères pour le territoire, mais la possibilité pour les soins palliatifs, vous pouvez avoir ça dans tout le territoire de Québec. Yes, Mr. Mazelia, please feel free. Oui, bonjour. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des délais d'attente pour s'inscrire à une maison de soins palliatifs? Dr. Mehta, is there a waiting period? Docteur Mehta, sur la période d'attente maintenant, s'il y en a une pour l'accès aux résidences. La réponse, c'est pas très long. Il y a un processus d'admission, en fait. Il y a une infirmière qui va faire une évaluation pour comprendre quels sont les besoins. Ensuite, basé sur tout cela, il y aura une admission. C'est pourquoi on dit que l'on doit identifier les besoins plus tôt que tard pour ne pas attendre pour faire une admission. Et ensuite, si un lit, on va avoir un appel. Et puis tout cela, c'est basé sur le moment, sur les besoins, mais je n'ai pas les données, mais ce n'est pas une attente très longue. On parle de mois ou de semaines? Réponse pas, ce n'est pas des mois, là. Alors, c'est des semaines? Peut-être quelques semaines, peut-être moins. Ça dépend vraiment du roulement, en fait. Nous avons
Oui, est-ce que vous avez une autre question? Il faut vraiment être en fin de vie, donc près de la fin. Dr. Mehta, is it for Dr. Mehta, il faut être près de la fin de la vie. Le critère, c'est 3 mois. Alors, on va vraiment juste regarder le portrait global, la gestion des symptômes. Ce n'est pas simplement le prognostic, en fait, qui est important, bien que c'est une composante importante. Hein. On dit idéalement 3 mois, mais très certainement, on a des patients qui arrivent avec plus ou moins. Alors, le 3 mois, c'est vraiment plus une ligne directrice. Ça dépend du genre de soutien, de gestion de symptômes nécessaires, de l'approche d'équipe qui pourrait aider aussi. Alors, il y a une liste de critères que l'on regarde, pas juste le prognostic. Toute la fin de vie, on va dire, il y a des maisons comme celle de Véronique Després, où on peut aller dans la journée seulement. C'est ça? Oui, je vais laisser Véronique répondre à ça. Et puis après, j'ai une question sur le chat à demander. Et puis après, Madame Dessereau, ça va être à vous. D'accord? Véronique? Oui, alors nous, à la Maison Saint-Raphaël, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, on a 2 services. On a une unité de soins pour les personnes qui sont en fin de vie. Donc, on a les mêmes critères que la Maison Teresa Deller, en ce sens qu'on accueille les personnes qui ont un pronostic de moins de 3 mois. Mais au-delà de ça, on a aussi un centre de jour. Et donc, le centre de jour, c'est vraiment pour les gens qui sont encore à la maison et qui ils sont encore autonomes, mais qui peuvent recevoir les services de que je vous ai présenté un peu plus tôt. Donc, mais c'est vraiment pour une population qui sont au courant de leur pronostic et enfin que la maladie, c'est une maladie qui est incurable finalement. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Véronique, est-ce que le transport est possible pour les clients du centre de jour? Ça, c'est une question de Mme Josée Laferrière. C'est une très bonne question. Malheureusement, on n'a pas de transport disponible. C'est quelque chose qu'on travaille très fort parce qu'on sait que c'est une problématique à Montréal. Parfois, les gens ont le transport adapté, mais on sait aussi que le transport adapté, ce n'est pas un service qui est parfait non plus. Donc, c'est ça. Malheureusement, on n'a pas de transport. C'est quelque chose à développer. C'est quelque chose qu'on est au courant, qui est problématique, puis on essaye de trouver des solutions. Merci beaucoup. Madame Dessereau, vous avez une question? Vous devez unmute. Vous êtes muté. Moi, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a des coûts associés au service? Dans les 2 cas, autant la maison palliative que le centre de jour. D'accord. Je vais laisser Véronique en premier et Dr. Mehta après répondre à cette question. Véronique, are there costs related to using the Teresa Della, no, the Saint Raphael, sorry, confusing residents. C'est correct. Alors non, il n'y a aucun frais. Tout est gratuit. D'accord. Et Dr. Mehta, are there costs related to Dr. Mehta, est-ce qu'il y a des coûts reliés au séjour à la résidence Teresa Deller? Réponse non. Il n'y a pas de coût. Il y a certains médicaments selon l'ordonnance qui pourraient avoir des coûts entraînés à la famille, hein, mais les soins sont gratuits. Et ensuite, et bien sûr, pour les repas pour les membres de la famille, mais sinon, non. OK, parfait. Merci. D'autres questions? Est-ce que quelqu'un a une question ou un commentaire à partager? N'hésitez pas à utiliser le bouton réaction et lever la main. Sinon, c'est difficile pour moi de voir, de voir tout le monde.
It's difficult. Just one moment. It's difficult to hear you. Can you come closer to your tablet or computer? Est-ce que c'est mieux comme ça? Maintenant, c'est mieux. Merci beaucoup. Ah, excusez-moi, oui, c'est bon. C'est ça, c'est pour les gens qui ont posé la question pour les services de soins palliatifs à domicile. J'ai déjà travaillé dans une CLSC à la Ville de Québec, puis j'étais en contact avec l'équipe de soins palliatifs. Fait que j'ai juste comme vous parler un peu de comment ça se passe à domicile. C'est que les personnes qui ont les services de CLSC à la maison pour le soutien à domicile, à un moment donné, quand on est proche de la fin de vie ou quand les soins palliatifs sont déjà plus évidents, mettons, pour l'équipe, on fait un transfert du cas de l'équipe standard, si vous voulez dire, vers l'équipe de soins palliatifs. L'avantage de faire ce type de transfert de dossier, c'est que l'équipe de soins palliatifs, premièrement, ils ont plus de temps, ils ont plus d'intensité de service, ils peuvent aller à la maison plus souvent, puis en plus, ils ont accès aussi à des équipements du gouvernement, mettons via les parcs, plus rapidement, puis ils ont les services d'un médecin de famille qui peut se déplacer à domicile. Des fois, les gens qui ont des médecins de famille, puis quand ils ne peuvent plus sortir de la maison, parfois ils vont perdre les services de médecine familiale, mais s'ils sont suivis par l'équipe des soins palliatifs, ils peuvent avoir les services de médecine de famille à la maison. Puis en plus, cette équipe-là va avoir les services d'un intervenant spirituel qui va aider les gens un peu à trouver l'essence dans cette partie de la vie, si vous voulez, sans particulièrement parler nécessairement de Dieu puis de Jésus, mais un peu de n'importe quelle religion, de n'importe quelle façon que la personne peut voir la vie au niveau affectif, il va pouvoir comme les accompagner à ce sens-là. Je voulais juste comme faire cette contribution-là pour expliquer comment ça se passe. Puis souvent, la prise en charge, c'est assez rapide. Là. Dès qu'on demande un transfert de cas vers ce palliatif, ça se passe assez rapidement, mais comme les autres personnes ont dit, ça prend quand même un certain critère de pronostic, mettons, de moins de 3 mois ou de 6 mois à peu près. Là. Merci beaucoup. De rien. Do we have any other... D'autres questions ou commentaires? Merci à tous et toutes pour votre présence aujourd'hui. C'est très apprécié de vous avoir reçu avec nous aujourd'hui. Nous allons garder contact alors que nous planifions davantage de conférences dans l'avenir. Merci, M. Basurto. À tous, passez une excellente journée. Et on espère un peu de soleil, peu importe le territoire, au Québec. Alors, bon après-midi à tous et à toutes et on se reparle bientôt. Merci.